Bonjour à tous et bienvenue sur Res Publica Universalis. Aujourd'hui, un petit vlog histoire, mais attention, pas n'importe laquelle, puisqu'on va parler d'un seul coup de la moitié de l'humanité. Je parle bien sûr de celle qu'on ne voit pas, celle qui est invisibilisée, celle qui est quasiment absente des livres de la grande histoire. Je parle bien sûr des femmes. Depuis le lancement de la chaîne, il ne vous aura pas échappé que les grandes invisibles dans mes contenus, ce sont les femmes. Aussi bien que ce soit dans les vlogs, que ce soit dans les interviews ou dans Historia Universalis, avec quelques petits passages spécifiques qui leur sont consacrés seulement dans Athènes, elles sont vraiment dans la catégorie autre, pour le coup. Donc, les femmes ont été relativement absentes sur cette chaîne, et donc je pense qu'il y a deux choses. D'une part, c'est un petit peu ma faute, et ma responsabilité en tant que le contenu éditorial que j'ai privilégié. J'aurais sans doute pu faire plus de choses pour équilibrer la balance, et c'est vrai que là-dessus je ne suis pas satisfait depuis le lancement de la chaîne. Donc, mea culpa, je vais essayer d'améliorer un petit peu les choses dans ce qui doit venir, mais c'est vrai que une grande partie des ouvrages qui m'ont fait envie, et c'est toujours évidemment comme ça que j'ai toujours décidé ma ligne éditoriale sur la chaîne, c'est de faire les choses dont j'avais envie. Mais c'est vrai que gommer complètement la moitié de l'humanité, c'était pas non plus très bon pour la balance, ni les idéaux que j'ai, en tout cas d'égalité hommes-femmes, et la place qu'ils doivent avoir dans l'espace public, sur internet. Moi, ce que je veux voir aussi sur internet, c'est plus de femmes, d'histoires sur les femmes, et de contenu fait par des femmes. Deuxième chose, alors pour le coup je vais un peu peut-être me dédouaner, mais c'est aussi dû au fait que une grande partie des sujets qui m'ont intéressé, et donc que la société a produit à travers la littérature, à travers les ouvrages d'histoire, etc., sont essentiellement rédigés par des hommes, et donc j'ai pris effectivement ce que j'avais. Si on cherche une histoire des femmes, on tombe tout de suite sur des histoires très spécialisées sur les femmes, etc. Moi, évidemment, ce qui va être l'objet de cette vidéo, c'est pas qu'on ait une histoire spécialisée du féminisme ou sur les femmes, etc. Non, c'est qu'elles aient toute leur place dans la littérature généraliste et dans la littérature de manière générale, dans tous les domaines, aussi bien essais, politiques, etc. Voilà, il s'agit pas de les cantonner sur un créneau féministe ou sur un créneau histoire des femmes, mais bien de leur donner toute la place qu'elles méritent dans toutes les disciplines, dans tous les domaines qui m'intéressent ici sur la chaîne. Bon, là-dessus, effectivement, j'ai pris ce qui existait, et il faut dire que ce qui existe, l'industrie en tout cas de la connaissance et du savoir telle qu'elle existe aujourd'hui, évidemment, a eu une grande influence sur mes choix. Et c'est aussi les choix des personnes avant qui m'ont formé, aussi bien à l'école, à l'université, ou sur les différents médias, qui sont en grande partie masculins, qui ont toujours choisi d'avoir une ligne éditoriale axée sur des auteurs masculins. Alors, le plus souvent, on va vous dire au nom de la qualité, hein, donc rien à redire là-dessus, hein, mais on va voir justement aujourd'hui que la qualité, eh bien, elle a toujours été là et qu'elle a eu tendance à être invisibilisée par l'histoire. Ni vu ni connu, donc, un ouvrage collectif qui a été réalisé par le collectif Georgette Sand, donc un collectif qui se décrit comme s'attachant à déconstruire les stéréotypes, à renforcer la capacité d'émancipation des femmes et à améliorer leur visibilité dans l'espace public, afin que dès l'enfance, les filles puissent connaître la diversité de celles qui composent ce monde. Rien que ça, c'est une entreprise révolutionnaire dans le monde actuel, avec tous les problèmes dont je vous ai parlé au début de la vidéo, puisqu'il s'agit de lever la cape d'invisibilité qui a longtemps recouvert tout le genre féminin dans la production intellectuelle et le récit qu'on fait du passé. L'ouvrage est un recueil qui nous fait un portrait de 75 femmes, qui, à toutes les époques, dans toutes les civilisations, même si l'Occident est surreprésenté, et elle-même, elle l'explique pourquoi. Aussi bien des artistes, des intellectuels, des femmes politiques, des scientifiques,
vraiment des femmes qui ont contribué à tous les stades de l'humanité, au développement des connaissances, de la littérature et également aux horreurs et à tout ce qu'il y a de pire aussi dans l'histoire. Ça c'est assez bien dans ce livre, parce qu'on a des portraits qui sont positifs, hein, avec des femmes qui peuvent représenter des idéaux d'émancipation, mais on a aussi un aspect négatif. Je pense notamment au portrait de la gardienne du camp de concentration d'Auschwitz qui nous est donné, qui nous montre aussi que aussi bien les femmes que les hommes ne sont pas cantonnés dans des stéréotypes de gentillesse ou de douceur, mais qu'elles peuvent aussi être des personnes qui sont auteurs de violences, de crimes, etc. Donc c'est très bien, je trouve qu'on ait cette approche à la fois un petit peu... voilà, qu'on déconstruit les stéréotypes et les images préconçues des femmes, soit en les cantonnant au rôle de mère, de beauté ou de douce seconde de leur mari, voilà, concrètement, parce que c'est souvent malheureusement ce qui va arriver, y compris aux femmes qui se trouvent dans cet ouvrage. Donc l'ouvrage s'intéresse un peu à leur biographie, à leur contribution à l'histoire de l'humanité, mais ce qui est intéressant aussi, il s'intéresse à la façon dont elles ont été invisibilisées, ou dont elles se sont elles-mêmes invisibilisées, c'est-à-dire que parfois les femmes elles-mêmes ont choisi de passer au second plan pour laisser le premier plan à leurs compagnons, parce qu'on a un certain nombre de femmes qui sont ici en conjointe de personnes célèbres et qui ont choisi de plutôt se mettre en retrait pour laisser plus de place à leur mari, ce qui correspondait souvent à une idéologie ou à des stéréotypes féminins qui étaient mis en avant à cette époque. Donc parmi ces femmes, j'ai choisi quelques exemples que je vais rapidement vous lire un petit extrait sur elles. Hein. On va commencer par Hatshepsut, pharaon d'Égypte. Voilà. Alors, qui sait aujourd'hui que parmi les plus grands bâtisseurs de l'Égypte ancienne se trouve une femme? Au XVe siècle avant Jésus-Christ, c'est Hatshepsut qui occupe le trône des pharaons d'Égypte. Elle est la première grande femme dont l'histoire a gardé le nom, selon l'archéologue James Henry Breasted. Manque de bol, Hatshepsut n'a pas d'héritier mâle lorsque son pharaon de mari passe l'arme à gauche. Le roi défunt a bien un fils du lit de sa concubine, mais le futur Thoutmôsis III n'est encore qu'un marmot un peu pénible. C'est donc assez logiquement qu'Hatshepsut, grande épouse royale, devient régente en attendant que mini Thoutmôsis soit en âge de faire mumuse avec les sceptres royaux. Donc vous voyez, en plus, c'est vachement bien écrit, c'est vachement rigolo. Hein, les articles font en général 3-4 pages maximum, donc c'est très agréable d'en prendre un le soir pour se le lire. À l'aise, Hatshepsut et Thoutmôsis règnent désormais ensemble sur l'Égypte, et la reine n'est pas là pour beurrer les sandwichs. C'est elle qui occupe le devant de la scène. Elle se fait représenter avec les accessoires habituels du pharaon, pagne court, némesse et barbe postiche, ce qui signifie non pas qu'elle essaie de se faire passer pour un homme, mais tout simplement que ses portraits officiels la reconnaissent comme la souveraine légitime de l'Égypte. Infatigable, elle favorise le commerce et lance la construction de plusieurs centaines de bâtiments, dont certains sont monumentaux, font passer ceux de ses prédécesseurs du Moyen Empire pour de gentils cabanons. Pourtant, son nom a bien failli disparaître, et si l'on connaît aujourd'hui Khéops et sa pyramide, Ramsès II et ses guerres, Cléopâtre et ses célèbres amants, ou Toutankhamon et son tombeau, Hatshepsut demeure dans l'ombre. On s'est donné du mal pour faire disparaître la flamboyante bâtisseuse de la mémoire collective. Dès sa mort, des adversaires furax martèlent les hiéroglyphes de son nom sur ses œuvres les plus visibles. Ils gravent le leur à sa place et détruisent ses statues. Les raisons de l'acharnement des gros jaloux ne sont pas claires, mais l'effacement de son nom a presque causé sa disparition des archives écrites et archéologiques d'Égypte. Son pouvoir est minimisé, les premiers érudits modernes la décrivent comme étant seulement la co-régente de Thoutmôsis III. Or, les égyptologues s'accordent aujourd'hui pour dire qu'Hatshepsut a assumé pleinement le rôle de pharaon pendant 22 ans. Alors, qui d'autre on va prendre? Je voulais prendre Hypatie d'Alexandrie et Rosa Luxembourg. J'aime bien, elles sont cool, elles sont vachement intéressantes ces deux femmes. 231.
Hypatie d'Alexandrie, que normalement vous connaissez tous parce que vous l'avez vu sur le tableau L'école de Rome, un tableau assez célèbre de la Renaissance, qui normalement est dans tous les bouquins d'histoire que vous avez pu avoir au collège ou au lycée. Hypatie a révolutionné l'histoire de la pensée en étudiant le système solaire. Elle a probablement découvert sa forme elliptique, mais tout le monde l'a oublié et l'on se contente aujourd'hui de condamner l'obscurantisme, persécutant Galilée ou d'applaudir une révolution copernicienne qui arrive bien plus tard. 12 siècles avant Copernic, à Alexandrie en Égypte, le système solaire que nous connaissons aujourd'hui était bel et bien déjà connu de la communauté des savants, qui érigeait cette ville en centre du savoir. Savoir disparu, détruit par une volonté politique, qui en éteignant cette connaissance a invisibilisé la science, mais également ses enseignants et celle qui fut une sage d'Alexandrie, Hypatie. Réputée pour son intelligence et sa beauté, elle travaille avec son père, lui-même mathématicien renommé. Bien plus que la fille à son papa, elle écrit sur les systèmes coniques et multiplie les expériences. On lui attribue la construction du premier astrolabe et la découverte de la forme elliptique de notre système solaire. Beaucoup minimisent ou réfutent son apport aujourd'hui. Penser, réaliser que le savoir enseigné en Égypte, en Corée, en Grèce a un jour disparu, que des siècles plus tard on a réinventé la roue, qui plus est en attribuant ses découvertes à d'autres, que l'on ait oublié durant des siècles notre système solaire à cause d'un dieu qui n'avait rien demandé, surtout pas à faire croire que la Terre était plate, est plutôt humiliant. Hypatie, chef de file de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, parcourt la ville dans le manteau des philosophes réservé aux hommes. Elle enseigne à des élèves nombreux et enthousiastes, semble-t-il, de nature indépendante. La légende raconte qu'un étudiant subjugué, vantant sa beauté, elle jette un mouchoir taché de son sang menstruel, s'exclamant qu'elle n'y voit rien de beau. Hypatie est philosophe, pas romantique. Sa notoriété ne joue pas en sa faveur, l'église chrétienne en construction assoit son autorité en luttant contre la culture païenne. La philosophie et la science, pour certains dirigeants, sont un héritage païen barbare. Hypatie, symbole de cet héritage, a de mauvaises relations avec Cyril, patriarche d'Alexandrie. Sans doute à sa demande, elle est un matin arrachée de son char, battue à mort, son corps déchiqueté, traîné dans les rues. La mathématicienne est progressivement gommée, puis réapparaît sous les traits d'une sainte, inventée par une église embarrassée de ce crime commis par son haut clergé. Hypatie, non plus philosophe mais sainte chrétienne, entre dans la légende. On ne peut que remercier ses disciples et autres fans, Synénios de Silène, Socrate le scolastique, qui font leur possible pour conserver ses travaux et retranscrire ses enseignements, refusant de voir mourir avec elle une certaine idée de la philosophie. Rosa Luxembourg. Voilà, Rosa Luxembourg, c'est elle. Alors, Rosa Luxembourg, théoricienne marxiste, a milité jusqu'à sa mort pour une société sans classe. Comme quoi, on peut avoir un paradis fiscal pour nom de famille et consacrer sa vie à l'avènement de la révolution prolétarienne. Rosa Luxembourg naît dans une partie de la Pologne sous domination russe, qui, comme le reste de l'Europe à la fin du XIXe siècle, est alors agitée de tensions révolutionnaires. À la suite des réflexions initiées par Karl Marx, les tenants du socialisme aspirent à un monde plus juste. Pour eux, les prolétaires doivent s'unir, faire la révolution et faire advenir une société où les différentes classes seraient abolies. Rosa l'entend bien de cette oreille et commence à militer dès la fin de son lycée. Inquiétée par les autorités, elle part en Suisse, puis s'installe en Allemagne. Le parti social-démocrate la remarque et l'envoie prêcher la bonne parole révolutionnaire dans la Pologne, sous domination prussienne. Brillante, éloquente, elle acquiert vite une certaine notoriété, prend pied dans le débat sur l'orientation à donner au SPD et finit par devenir une figure de la réflexion et de la coordination internationale des initiatives révolutionnaires. Rosa Luxembourg a en effet une idée bien précise de la manière dont les choses doivent se passer et devient une sorte de star de la théorie politique. La révolution socialiste, c'est bien, mais il faudrait voir à ne pas faire n'importe quoi non plus. Karl Marx, bien sûr sa réflexion est au cœur des choses, mais la théoricienne prend ses distances avec lui sur la question de la souveraineté nationale. D'abord, la Pologne est opprimée, mais la lutte pour l'indépendance doit passer après la révolution socialiste. Le SPD, l'organisation est utile, mais son ralliement à la guerre est inacceptable. Luxembourg s'y oppose fermement et est exclu du parti en 1917. La révolution russe, elle est porteuse d'espoir. Après plusieurs tentatives, les révolutionnaires ont enfin pris le pouvoir quelque part en Europe.
Mais pour Rosa, Lénine se fourre quand même le doigt dans l'œil sur un certain nombre de points. Elle reproche d'abord aux bolcheviks leur violence, leur autoritarisme et la suppression des libertés. Pour elle, la démocratie est parfaitement compatible avec le socialisme. La révolution allemande de novembre 1918 insuffle une nouvelle énergie à son combat et au sein de la Ligue spartakiste, elle appelle à une radicalisation du mouvement. Mais ses idées entrent directement en conflit avec les modérés du SPD. La Ligue est désavouée et réprimée dans le sang à la suite d'un soulèvement mal préparé. Rosa Luxembourg est alors assassinée d'une balle dans la tête. Son œuvre prolifique et sa renommée internationale sont à l'origine d'un courant, le luxembourgisme, qui, s'il est hétéroclite, inspire durablement les communistes révolutionnaires qui désirent se distinguer des orientations de la Russie soviétique. Pourtant, l'œuvre de Luxembourg reste peu ou mal connue au regard de celle d'autres théoriciens, comme Trotsky. Ses ouvrages se diffusent lentement, Grève générale, Partis et syndicats, paru en 1906, n'est traduit en français qu'en 1947, L'accumulation du capital en 1967. Sa pensée originale est écartée au profit de la grande fresque sanglante du communisme d'État et des dirigeants qu'ont été Lénine, Staline et Mao. Persiste encore aujourd'hui l'idée selon laquelle la radicalité politique serait avant tout une affaire d'hommes. Voilà, c'est tout pour Ni vu ni connu, donc du collectif George Sand, actuellement en librairie. Donc vraiment un chouette bouquin qui ne se lit pas d'une seule traite. C'est 75 portraits qui s'enchaînent les uns avec les autres. C'est souvent écrit de manière drôle et vivant, et vraiment c'est très agréable à lire. Et je pense que c'est une contribution utile pour que la façon dont on écrit l'histoire et aussi toutes les disciplines des sciences sociales, ou même dans tous les autres domaines, bien sûr, des sciences, etc., évoluent pour laisser à la fois, surtout dans tout ce qui est histoire commune et histoire un peu, j'allais dire officielle, mais en tout cas que dans toutes les œuvres d'histoire générale soit donnée la place qui leur revient aux femmes pour qu'elles ne soient plus invisibilisées. Voilà, j'en profite également pour remercier tous les auteurs qui m'ont fait une gentille dédicace. Voilà, merci beaucoup les filles, c'est vraiment sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre ouvrage et j'espère que les gens qui me suivent sur Respublica Universalis auront autant de plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Respublica Universalis. Je sais pas quand il y aura une autre vidéo qui sortira. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de faire ça avec vous. Je vous fais des bises à tous. À bientôt.